Il y a plein de motivations en fait bizarres derrière et moi je l'ai fait, je pensais que je le faisais pour l'argent mais c'est pas vrai, je le fais plus pour la créativité, truc qui me plaît, pour faire ce que je veux en fait. Là où j'étais un peu coincée avant. Et souvent les gens font les choses à l'envers, tu vois, ils vont suivre 10 webinars sur quel statut juridique suivre alors qu'on s'en fout. Au début tu crées une micro et puis après tu adapteras. J'ai fait des formats plus courts, les mini-séries. Après, j'ai anglais plus. J'ai choisi les solopreneurs. En fait, les pivots, c'est souvent pas très spectaculaires. C'est des petits changements de direction comme ça, successifs. Et au bout du bout, 3 ans ou 4 ans plus tard, ça donne un truc spectaculaire. Mais au début, ça se voit pas. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Je ne t'apprends rien, l'entrepreneuriat est un des piliers les plus puissants de création de valeur. Mais alors que par entrepreneuriat, on entend souvent le lancement d'une start-up ou la reprise d'un business physique, il existe une manière d'entreprendre qui est plus minimaliste, plus agile, moins risquée aussi, le soloprenariat, la création d'un business en solo et en parallèle de son job qui s'appuie sur des ressources plus limitées et peuvent pour autant déboucher sur des réussites tout aussi spectaculaires. Alors comment trouver son idée de solo business et commencer à gagner de l'argent à l'aide de ses compétences? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Flavie Prévost, notre invitée du jour. Sur les 4 dernières années, Flavie a transitionné d'une carrière de cadre dirigeant à une vie d'entrepreneuse indépendante en créant un écosystème qui lui a permis de générer 300 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, et cela sans recruter de salariés, en préservant une qualité de vie, un temps libre et un niveau d'énergie bien meilleur que ce qu'elle avait l'habitude de connaître dans son job précédent. Au cours de la conversation, on aborde les modèles économiques les plus compatibles avec le salariat et ceux qui sont à éviter, les étapes à suivre pour trouver son idée, la mettre en place et empocher ses premiers revenus en prenant un minimum de risques, les manières de grossir et de scaler tout en préservant son temps libre et sa charge mentale, les pièges à éviter, les meilleures ressources pour démarrer, un épisode qui va revoir ta façon de considérer l'entrepreneuriat et te donner des idées de side business. Et pour t'aider à mettre le pied à l'étrier, Flavie t'offre un template qui te sera bien utile, un prompt sur GPT qui t'aidera à trouver la bonne niche en fonction de tes envies, de tes compétences, qui est disponible gratuitement en téléchargement sur la page de l'épisode investisseur avec un s40.com/228. Avant de démarrer, si tu cherches à accélérer dans tes investissements, tu devrais songer à rejoindre le Hub, ma communauté privée. Les membres sont tous avancés dans une construction active de leur autonomie financière et désireux de partager leurs retours d'expérience et leurs meilleures pratiques avec le groupe. Le Hub, c'est mon groupe préféré aujourd'hui sur Internet. Si ça t'intéresse, rends-toi sur le site investisseur avec un s40.com/hub, HUB, et tu peux candidater directement sur la page. Sur ce, on attaque notre conversation sur le soloprenariat avec Flavie. Bonne écoute. Salut Flavie, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi, je suis très content de pouvoir te recevoir pour parler d'un thème qui a intéressé plus d'un dans les auditeurs du podcast. Je pense des gens qui souhaitent faire un peu de revenus en parallèle pour tester des choses, pour voir si en se lançant dans l'entrepreneuriat, ça va marcher, ça va pas marcher. Et donc c'est un petit peu le thème que je voulais voir avec toi, le soloprenariat, parce que c'est vraiment ton dada d'après ce que j'ai bien compris. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les gens qui connaissent pas du tout? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bah écoute, fraîchement rentrée dans les 4.0 depuis la semaine dernière. Fraîchement quarantenaire. Okay. Donc ça y est, c'est bon, je peux venir sur ton podcast, c'est ça, Paco? Voilà, exactement, c'est bon, t'es validé quoi. Écoute, en tout cas, donc je suis moi une ancienne cadre dirigeante, tout ce qu'il y a de plus classique en fait en entreprise, école de commerce, Paris, directrice commerciale, directrice des opérations dans des grands groupes français et internationaux. Et j'ai été intéressée comme tout le monde, je pense, par l'entrepreneuriat. Enfin, qui ne l'a pas été, tu sais, à l'époque, notamment du Covid, où il y avait des lives, des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à me former un petit peu en parallèle. Et là, je suis allée dans un incubateur avec une idée de start-up comme ça. Et puis finalement, j'ai découvert le freelancing un peu par hasard pour tester mon produit, quoi, mon projet. Et donc, je me suis mise à freelancer un peu en parallèle de mon CDI, à mes heures perdues, et à tester l'entrepreneuriat comme ça, on the side, comme on dit, donc side business ou side entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai découvert, après tout un nouvel univers, le fameux soloprenariat, c'est-à-dire le fait qu'on peut entreprendre tout seul,
sans salarié, sans associé, parce qu'à l'époque ça se faisait pas trop. On me disait mais attends, tu peux pas, t'es salarié encore, t'as pas d'associé, tu peux pas lancer une start-up et tout ça. Donc voilà, j'ai découvert cet univers-là et j'en ai créé un podcast qui s'appelle Le Board et où depuis 4 ou 5 ans, je documente toutes les semaines le sujet du soloprenariat. T'as commencé donc du coup il y a 4 ans, c'est ça, 2020 à peu près, 2000, ouais. Ouais, confinement, en gros, je pense, Ouais, certains ça. faisaient du pain. Moi, Ouais. c'était pas trop mon truc. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? En fait, je pense qu'on a tous eu un moment de temps un peu libéré. Moi, j'étais en déplacement normalement tout le temps en France et en Allemagne. Et là, j'avais plus de déplacement. Je faisais des visios toute la journée avec mes équipes, mais bon, au bout d'un moment, on avait plus grand-chose à se raconter. Et là, j'ai eu un petit peu de temps et je me suis dit, je me suis mise à geeker. J'ai regardé des trucs sur YouTube, des tutos, des lives pour apprendre à entreprendre. Et en fait, là où je pense ça s'est passé le déclic, c'est que voilà, je me suis lancée en fait. Tu vois, j'ai pris un prétexte, cette idée de start-up que j'avais à l'époque, je l'ai testée et en fait, c'est en se lançant, je trouve qu'on apprend énormément, alors que sinon, je serais peut-être en train encore de regarder des tutos, tu vois, 5 ans plus tard. Ouais. Et il y a eu un déclic, quelque chose dans ta vie de salarié qui te donnait en fait envie de vraiment de passer le pas ou pas forcément. Ouais. Ouais, je pense, après comme tout le monde, ceux qui t'écoutent. J'étais quand même sur un métier à responsabilité, donc moi je considère qu'on a déjà un potentiel entrepreneurial. Contrairement à ce que j'entends parfois, ça me hérisse un peu les poils en mode les salariés c'est des gros nazes et tout, ils sont pas entrepreneurs, c'est faux. Moi j'étais directrice France chez Sixt, direction commerciale. On avait plein d'idées, plein de projets, donc voilà, j'aimais bien déjà ce côté un peu entrepreneur et c'était d'ailleurs comment dire, promu, tu vois, dans l'entreprise aussi d'avoir la culture entrepreneuriale. Et après, j'ai eu mon premier enfant. Et ça, souvent, chez les femmes, c'est un, c'est un moteur parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après? Tu vois, on réfléchit plus à l'avenir et je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment de tenter. Voilà, c'était sans trop de prise de risque. On va voir ce que ça donne. Et justement, peut-être aussi, le fait de pas dumper mon métier tout de suite parce que justement à contrario avec l'enfant, avec tout ça, j'avais de la pression un peu financière donc j'avais pas envie de tout quitter quitter une belle situation pour tester un truc qui était quand même à cette époque-là pas du tout certain quoi. Tu donnes la différence peut-être entre freelance, que tu dis, tu as démarré justement progressivement avec le freelancing, la différence entre le freelancing et peut-être le soloprenariat, en fait, les différentes étapes, différentes statuts en fait qu'il y a. Ouais, exact. Déjà en fait le freelancing, moi à l'époque, je connaissais pas trop, j'avais même pas de freelance qui travaillait avec moi dans mon équipe, tu vois. C'était il y a 5 ans. Je pense maintenant c'est peut-être un peu démocratisé. Bon, en tout cas, le freelancing, c'est un peu comme du salariat, c'est-à-dire que t'es entrepreneur, tu fais ce que tu veux, mais tu dépends quand même de tes clients et au final, tu vends ton temps. Donc en gros, tu vends ta journée à un certain TJM, taux journalier moyen. Donc par exemple, je sais pas, moi à l'époque, j'ai commencé à 800 € par jour hors taxe pour acheter mes services de directrice commerciale externalisée. Donc voilà, et du coup, tu multiplies ça par le nombre de jours que tu peux travailler dans l'année, et ça te fait un chiffre d'affaires cible. Alors attention, déjà, tu peux pas travailler 365 jours dans l'année. En gros, tu peux travailler à peu près 200 jours dans l'année, si tu veux quand même avoir du temps pour ton admin et tout ça. Quand je prends ma petite calculette, je fais 200 jours fois 800, ça me fait 160 000 € de chiffre d'affaires. Et là, attention encore, parce qu'en gros, si tu passes en société, si tu as quand même quelques frais, tu dois te former, etc., c'est la moitié que tu vas avoir dans ta poche. Donc là, premier problème pour moi, c'est que ça me ferait, entre guillemets, 80 000 € de salaire, ce qui est bien, hein, et la plupart des freelances gagnent mieux leur vie en étant freelance que salarié. Mais moi, j'étais déjà cadre sup, donc en fait, je gagnais déjà un salaire un peu au-dessus de ça. Je sais plus combien, 110 000, je sais plus combien, tu vois, un salaire à 6 chiffres. Et du coup, je me suis dit, en fait, le freelancing n'est pas une possibilité pour moi d'entrepreneuriat parce que je vais gagner moins que ma vie d'avant. Ouais, donc là, t'as fait le calcul avec ta calculette et t'as vu vraiment la différence visiblement. Voilà, il y avait un manque à gagner clair, quoi. Après, si ça peut être ok, tu vois, si je sais pas, je change de vie, mon métier me plaît pas du tout. Non, mais moi c'était pas le cas, j'aimais bien. Et en plus c'était pour faire le même métier, donc tu vois, c'est ça le truc con, c'est que voilà, c'était pas pour changer de vie. Et du coup, c'est là que j'ai découvert, pour répondre à ta question, le soloprenariat, qui vient évidemment, comme beaucoup de tendances des États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, comme ils sont un peu en avance, ils ont montré qu'avec le coût de la tech qui baisse, avec les outils auxquels on a accès, avec des freelances aussi qui peuvent bosser avec nous au lieu de devoir recruter, c'est beaucoup plus facile de créer une entreprise tout seul.
Et là, on n'est plus dans le freelance qui vend son temps. On va essayer de créer un produit ou créer quelque chose qui va dépasser les limites de notre propre temps et on va faire ce fameux effet de levier entrepreneurial. Et donc, en gros, si je devais simplifier, par exemple, moi, le podcast que j'ai créé, au début, il me rapportait rien. Maintenant, il me rapporte de l'argent avec des partenariats ou d'autres trucs. Et donc, le temps que je passe à le créer, c'est le même qu'il y a 4 ans. Mais par contre, maintenant, il me rapporte 5 chiffres, 6 chiffres. Voilà, donc en gros, j'ai dépassé ma capacité à vendre mon temps. C'est plus Flavie que je vends, c'est mon podcast. Et donc, ça, je peux le faire toute seule, avec un peu d'aide de freelance. C'est ça le solopreneur, et c'est cette nouvelle façon d'entreprendre que j'aimerais trop faire découvrir au monde entier, parce qu'en fait, t'es d'accord qu'on nous présente un peu l'entrepreneuriat, c'est genre soit tu crées une start-up, tu lèves des fonds, c'est la Startup Nation, tu vois plus tes enfants, t'as même pas le droit de prendre de vacances et tout, soit tu restes salarié, mais en vrai, il y a un entre-deux. Ouais, c'est ça qui est super intéressant, et comme tu le dis, c'est pas du tout trop connu, quoi. On a l'impression que c'est très précaire, ou que c'est genre. Puis aussi, ça a été beaucoup aussi assimilé à peut-être aussi des abus, notamment moi je suis dans l'immobilier, donc il y en a énormément, tu vois, de vendeurs de rêves, etc., de trucs de formation, tu vois, avec aussi ouais, tout ce qui était les subventions d'État, machin. Mais ouais, tout à fait. Toi, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que tu t'es mis sur ce créneau en mode sérieux, on va stratégiser, on va comprendre comment fonctionnent les choses, et le prendre de façon sérieuse là-dedans. Donc c'est vraiment cool, quoi. En gros, moi j'ai pris la posture de l'explorateur, quoi, parce que je me suis dit j'y connais rien. En fait, au départ, j'avais créé mon podcast en me disant tiens, le freelancing, ça a l'air intéressant, j'ai envie d'apprendre si on peut gagner de l'argent comme ça. Donc j'ai interviewé des gens meilleurs que moi. Et pareil sur le soloprenariat. Et en fait, tu vois, en cherchant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs business models possibles quand tu es tout seul. Et il n'y a pas que le vendeur de rêve conférencier qui t'apprend à devenir riche et à être millionnaire. Tu sais, salut à toi, jeune entrepreneur, là, complètement fake. En fait, il y en a, je sais pas, j'en ai 6 ou 7 qui me viennent en tête. Il y a le média déjà, donc tu crées ton média, tu gagnes de l'argent grâce au sponsoring ou à l'affiliation. Il y a le indie hacker, par exemple, si vous êtes développeur, donc tu crées des applications et après soit tu les revends, soit tu trouves des utilisateurs payants. Il y a évidemment l'infopreneur, celui qui transforme ses connaissances, son cerveau en un produit de formation pour apprendre à faire pareil aux autres. Tu vois, là je t'en ai cité 3, mais en fait voilà, il y a plein de business models différents et en fonction de ses affinités, on va choisir celui qui nous paraît le mieux pour monétiser et pour gagner de l'argent en solo. On peut justement explorer un petit peu plus ces différents modèles économiques qui peuvent être plus ou moins compatibles avec. Et j'imagine qu'il faut considérer et le temps qu'on a et les compétences qu'on peut avoir développées. Comme tu disais en intro, on est tous entrepreneurs dans l'âme. On a tous quelque chose à donner en plus du temps qu'on donne à l'entreprise. Et voilà, savoir où aller dans ces modèles économiques en fonction de peut-être ce qu'on a à nous à donner, quoi. Ouais. Écoute, en fait, d'abord j'ai geeké sur le soloprenariat et après j'ai compris qu'il y avait aussi une façon de se lancer, parce que moi je me suis lancée en étant salariée et je suis restée salariée pendant presque 2 ans. Donc j'en ai fait un paquet de trucs en parallèle, tu vois, pour dérisquer mon projet. Ça va te parler, toi, dans le côté financier, mais on fait pas all-in à 40 piges avec un bébé, une baraque à payer, etc. Et du coup, j'en ai fait un livre. J'ose pas le dire encore, tu sais, je suis là encore un peu timide, qui s'appelle Salarié diversifié, et où je raconte comment tu peux commencer à faire des choses en parallèle de ton taf pour lancer un solo business, donc un petit business à côté, un petit ou un grand d'ailleurs, qui te rapporte des sous. Donc moi, j'ai identifié plusieurs trucs faciles à faire à côté et plusieurs trucs difficiles à faire en parallèle de ton job. Donc typiquement, commençons par les choses difficiles, parce que mes amis me demandent souvent, me disent « Moi, je voudrais lancer le nouveau Doctolib de trucs machin en parallèle de mon CDI. » Ça, c'est non, en fait, parce que tu peux pas lancer une start-up en parallèle. Ça demande trop de temps, trop de fonds, de lever des fonds. Personne va donner des fonds à un mec qui est encore en salariat, parce qu'on va te dire « Mais attends, tu crois pas en ton projet, t'as même pas quitté ton taf. » Et en plus, moi, en incubateur, il m'avait dit « Mais attends, t'as pas d'associé, c'est pas sérieux, tu peux pas lancer une start-up toute seule. » Donc, la start-up, on fait une croix dessus parce que c'est pas très adapté, je trouve, à la vie du salarié. Le business classique, genre ouvrir un magasin ou des trucs comme ça, on fait aussi une croix dessus. Donc forcément, il faut que ça soit un business dit de l'industrie de la connaissance. Donc tu vends ton cerveau ou du business en ligne, podcast, site internet, e-commerce, voilà.
Et à partir de là, dedans, tu vas avoir les divers business models dont je t'ai parlé. Donc, tu pourrais ouvrir un site e-commerce, par exemple. Ça serait pour vendre des produits physiques ou digitaux. Tu peux ouvrir un collectif ou une agence. Donc, c'est un endroit où tu fais de la mise en relation avec d'autres personnes. Donc, c'est pas toi qui travailles directement. Tu places des talents que tu connais. Ça, c'est très bien si t'es vraiment dans des trucs de niche, genre designer, développeur, je sais pas moi, des domaines où tu connais, t'as vraiment des connaissances de la mise en relation. Tu peux faire le business model média, création de contenu. Donc, tu crées du contenu, mais pas pour raconter ta vie, montrer des photos de ton repas sur Instagram, mais plutôt vraiment avec une optique de j'ai repéré une niche de marché où les sponsors vont être prêts à payer cher mes futures audiences sur ce sujet. Donc, je me lance comme si c'était vraiment une entreprise. Et après, peut-être un truc facile à faire aussi, c'est le side freelancer. Alors, peut-être pas freelance à temps plein, mais au moins consultant. Et alors ça, je le vois beaucoup et c'est vraiment très bien pour se lancer. C'est t'ouvres un calendrier avec du consulting payant à l'heure et avec ton expertise actuelle dans ton poste donné. Surtout si tu es dans un gros poste, surtout si tu es dans une grosse boîte. Par exemple, des anciens de Google faisaient ça beaucoup. Tu dis 1 heure de conseil avec moi, c'est 300 € hors taxe, 400, 500. Après, ça dépend de ton niveau de seniorité. Mais du coup, tu peux ouvrir à des clients extérieurs ton niveau de connaissance. Alors, par contre, pour ça, évidemment, il y a des choses à checker avec son employeur pour être sûr que tu franchis pas la ligne rouge et il y a différentes clauses qui sont dans ton contrat qu'il faut regarder. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que plus tu es aussi dans un métier qualifié où en fait t'as la ressource, ta compétence, ton expérience, ton vécu, c'est ce que je recherche dans l'entreprise qui te salarie, plus c'est compliqué d'aller vendre ça ailleurs, tu vois. Ouais. En fait, en gros, les trucs à vérifier. Donc déjà, faut regarder si t'as pas de clause d'exclusivité. Donc certaines boîtes te font des exclusivités totales, quoi. T'as vraiment pas le droit de faire d'autres travaux à côté. Ça peut se renégocier parce que parfois c'est absurde. Enfin, tu vois, je veux dire, si je veux créer un blog sur le foot et le monétiser, alors que je suis directrice commerciale, je pourrais très bien. En gros, les hobbies que je fais le week-end, on s'en fout. Si j'ai envie de gagner de l'argent, il y a des mecs qui ont gagné des millions en faisant des chaînes YouTube sur le tricot. Donc bon, petite parenthèse refermée là-dessus. Après, ce qui est clair, c'est qu'il y a la non-concurrence. Tu peux pas. Moi, je pouvais pas être directrice commerciale chez Sixt et être freelance directrice commerciale pour Europcar. C'est interdit, évidemment. Je l'aurais jamais fait d'un point de vue déontologique. Donc ça, attention, il faut qu'il y ait une continuité avec ton expertise, mais pas applicable directement au même champ de concurrence. Et après, il faut voir si tu as le droit d'être rémunéré ou non. Et donc moi, le parti pris que j'avais fait, c'est de pas avoir d'activité directement rémunérée, en tout cas au début. C'est pour ça que j'avais créé un média, parce que je pense que tu vois ce que je veux dire. Le média, le temps que tu le crées, il peut se passer un certain moment avant de gagner de l'argent. C'est pas genre tu postes ton premier épisode de podcast et tu gagnes de l'argent. Ouais. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à faire ça. Peut-être que j'étais pas très maline. Et donc, au début, c'est un hobby. Et donc, j'ai même pas demandé l'autorisation en fait de lancer mon podcast parce que c'était un podcast au début sur les dirigeants et puis après je l'ai fait pivoter vers le soloprenariat. Mais bon, voilà, finalement, ce que je fais dans mes loisirs, peu importe, ça pourrait être un blog sur la photo, c'est pareil. Et c'est ça qui 2 ans plus tard m'a permis de gagner plus de 6 chiffres en solopreneur. Alors que si j'avais pas construit cet actif pendant que j'étais bien au chaud en salarié, je pense que ça aurait pas été si simple de trouver mes premiers clients non plus. Ouais, non, complètement, je te confirme. Moi, j'ai fait aussi pareil, un petit peu en sous-marin le podcast, mais c'est vrai que après, il y a toujours cette migration compliquée dans le sens où tu vois, un média ou une activité où tu dois t'afficher, ta visibilité, tu dois à la fois communiquer et à la fois, tu vois, si sur LinkedIn tu peux pas avoir forcément 2 profils, il y a cette petite migration qui est un peu compliquée à saisir, mais je suis d'accord sur le fait que c'est la meilleure façon de tester aussi le marché, tester où est-ce que tu vas aller et voir si ça va fonctionner, parce que sinon, tu l'arrêtes et puis tu reprends ton job, quoi, j'imagine. Ouais, mais c'est super marrant que tu dis ça, parce que c'est le premier truc que les gens m'évoquent, c'est la peur de prendre la parole en son nom propre, parce qu'en fait, souvent, on est plutôt une fiche de poste qu'un individu. Moi, je mettais des trucs comme tout le monde, cher réseau, je recrute dans mon équipe. Je sais pas, quand j'ai scrollé mon historique LinkedIn au début, c'était horrible, quoi. Et je trouve que le média t'aide énormément
à commencer comme ça petit à petit à prendre la parole pour autre chose que recruter dans ton service. Et les Américains appellent ça audience first, product later, c'est-à-dire que c'est une nouvelle façon aussi plus moderne d'entreprendre. C'est d'abord tu crées une communauté, une audience avec une cible potentielle, souvent grâce à un média que tu crées, une newsletter, une chaîne YouTube ou autre. Et après seulement, parce que tu auras bien compris leurs problématiques, parce que tu discutes avec eux toutes les semaines, à chaque nouvel épisode, les gens viennent te laisser des commentaires, etc. Là, tu comprends ce dont ils ont besoin et du coup, tu vas créer a posteriori un produit qui va être dérivé de ton média et qui a quand même de meilleures chances de trouver son marché. Et donc, le temps que tu perds avant à créer, à être salarié diversifié, faire ton média, tu vas le gagner après sur le go-to-market. Parce que sinon, en gros, si moi j'avais lancé ma première idée de start-up, sûr qu'elle allait pas marcher, parce que les idées qu'on a comme ça au départ pour entreprendre, on les trouve géniales, et puis en fait après quand on avance, on se dit ah ouais, c'est pas si génial que ça en fait. Ouais, donc tu fais t'as vraiment ta phase de recherche, c'est ta phase de développement, tu as déjà démarré, tu démarres, mais tu es toujours dans la recherche, on affine, on regarde, on pivote, etc. Et ça te permet de le faire de manière sereine parce que tu as de jobs à côté, et de pouvoir capitaliser, parce que je te rejoins, c'est surtout en général au bout de 2 ans, quand tu sais vraiment que t'as un produit qui va plaire, que tu peux sortir et le monétiser, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que moi au départ mon podcast c'était vraiment un loisir. Et puis 2 ans plus tard ou 1 an et demi plus tard, j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit, un message privé sur LinkedIn, ça m'intéresse ton truc là sur la scalabilité. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien de ta formation? Et moi je tombe des nues. Je dis c'est quoi ça? Mais j'ai pas de formation. Et là je comprends qu'évidemment le business model découlant d'un podcast, c'est le business model infopreneur, c'est-à-dire vendre la méthode que tu as développée grâce à ton podcast. Et là, je me dis, c'est un signe. Faut que je crée quelque chose. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter? Alors, c'est quoi ma méthode? Qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai réussi à être scalable? C'est-à-dire à créer, à dépasser mon temps là où d'autres freelances n'y arrivent pas. Et du coup, c'est comme ça qu'est né l'ancêtre de mon produit aujourd'hui, l'incubateur solopreneur. Aujourd'hui, l'année dernière, j'ai fait 320 000 € de chiffre d'affaires toute seule. Et on va dire les 2/3, c'est ce produit-là. Et tu vois, c'est un produit qui n'existait pas au départ quand j'ai créé le podcast. C'est les clients eux-mêmes qui m'ont donné l'idée, enfin qui m'ont donné en tout cas un signal. Et après, j'ai utilisé ce signal pour essayer de faire un truc d'abord petit. Au début, c'était un guide. Enfin, c'était mon truc écrit sur Notion avec des exercices à faire. Après, c'est devenu une première cohorte de bootcamp avec 7 personnes où je leur disais ce qu'il y avait dans le guide et comment le faire. Et après, ça a été une deuxième promo, troisième. Moi, là, je suis à 7 promos de 12 personnes. Et voilà, maintenant, c'est un truc qui tourne. Mais tu vois, au début, c'était vraiment un signal, un petit test et pas quelque chose de très start-up style. Enfin, tu vois, c'était pas très montrable. Mais au final, ça m'a quand même rémunéré. Ma première cohorte, c'était 7 personnes à 1 000 €. Donc, 7 000 €. C'est pas énorme pour tout le travail que j'ai fait, mais ça m'a quand même payé mon test. Oui, voilà, t'avais quand même un peu de revenus qui revenaient pour pouvoir tester et être un peu plus sereine et savoir surtout que ça fonctionne dans le sens où il y a vraiment un marché derrière, quoi. Ouais. Je voulais te demander, au vu de justement sur ces 4 années ou enfin sur les dernières années, en termes de tendances de business qui peuvent fonctionner, de choses, peut-être deux choses, de trucs qui m'intéresseraient d'avoir ton avis. Premier, c'est les types de business que les gens sous-estiment et qui peuvent marcher ou qui sont vraiment tendances ou qui peuvent vraiment décoller. Et l'autre côté, peut-être des types de business ou de modèles économiques dont tout le monde pense que c'est l'Eldorado et en réalité, c'est pas la fête, quoi. C'est pas aussi bien que prévu, quoi. Ouais, écoute, hyper intéressant. Déjà, ça dépend ce que vous aimez faire et quel est votre objectif financier. Parce que par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif, j'aime bien tout ce qui est création de contenu, newsletter, podcast. J'ai l'impression d'être un petit artisan, tu vois, je suis en train de machiner mes petites vignettes et tout. C'est assez agréable, en fait, pour moi. Mais quelqu'un d'autre qui va être plutôt quelqu'un qui fait du réseau, du networking toute la journée, lui, il sera peut-être meilleur d'en faire de l'apport d'affaires. Tu vois, alors que moi, c'est pas ça dans quoi j'excelle. Moi, je suis un peu ours, tu vois, je fais mon truc dans mon coin, ça me va. Donc déjà, ça c'est le premier truc. Ensuite, deuxième truc, fixer un objectif financier, parce que si tu veux faire 1 000 € de complément de salaire par mois, c'est cool déjà, et c'est très différent de faire 300 000 € par an. Donc tu n'as pas besoin en gros, si tu veux faire 1 000 € par mois, moi je ferais 3 séances de conseil à 350 €, point.
Et en fait, c'est bien, quoi. Tu vois, tu trouves 3 heures ou 3 fois 1 heure et demie, tu rencontres des gens intéressants, ça t'augmente ton carnet d'adresses, t'as pas trop de pression sur un sujet très niche que tu maîtrises à la perfection. Moi, j'aurais pu faire ça, sur vraiment la direction commerciale, il y avait plein de sujets hyper intéressants que je maîtrisais, que j'aurais pu faire. Donc, je conseillerais plutôt ça. Alors que si par contre tu veux faire un business vraiment passif, qui dépasse des plafonds de verre, là tu vas devoir aller chercher des business models plus costauds comme un produit digital, une communauté en ligne, du sponsoring avec des gros sponsors, donc ça va demander aussi un peu plus d'efforts. Euh, voilà, et donc ça c'est pour la partie qu'est-ce que je choisis. Après, qu'est-ce que j'aime bien? Moi j'aime bien, donc je pense qu'il y a encore de la place dans les médias. Il y a encore beaucoup de place dans les médias, même si tout le monde me dit mais oui, mais il y a plein de podcasts qui existent. Bah oui, mais en fait, les médias aujourd'hui, c'est la façon dont les marques vont se faire connaître et tout. Donc si tu choisis un bon sujet de niche, par exemple, l'autre fois, j'étais sur quoi? J'étais sur la cible des dentistes. Je parlais à mon dentiste qui me disait qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça. Je disais podcasteuse. Et il dit j'écoute plein de podcasts, c'est vrai que c'est chouette. Et je me suis dit tiens, les dentistes, qu'est-ce qu'ils écoutent comme podcast? Faire un podcast sur les dentistes, c'est sûr que ça va marcher et ça va être bien pour le sponsoring parce que je pense que tu vois tous les trucs qui vendent des trucs à des dentistes tout coûte une blinde. Donc si tu trouves un sponsor qui sponsorise les dentistes, bon voilà, c'est un exemple. Mais tu vois, du coup, si je fais un podcast niche, et vraiment avec une idée de monétiser derrière en B2B plutôt, donc et sur un persona qui a de l'argent. Donc tu vas viser les directeurs financiers, je sais pas moi, les DG, tu vois, tu vises pas, c'est horrible ce que je vais dire, mais un truc trop B2C ou trop grand public où on sait pas s'ils ont de l'argent ou pas. Donc ça, je pense qu'il y a de la place. Les newsletters payantes aussi, mais pareil, B2B, par exemple, la newsletter des DAF, et ça coûte 50 balles par mois, c'est payé en note de frais, et toutes les semaines, t'envoies une analyse hyper poussée sur qu'est-ce qu'il faut analyser en tant que DAF dans une entreprise. Ça, c'est OK parce que quand t'es dirigeant, tu payes. Moi, j'ai acheté Harvard Business Review, ça coûtait 30 balles le magazine en note de frais. Ça me faisait ni chaud ni froid, mais c'était utile pour mon métier. Voilà, ça c'est pour le contenu et l'apport d'affaires. Je pense que c'est très sous-coté. Si tu peux placer des gens auprès d'autres personnes, tu parlais de l'immobilier tout à l'heure, acheteurs, vendeurs, etc. Là, tu vas gagner beaucoup sur peu de placements parce que tu peux gagner à peu près en apport d'affaires 10% sur la facture de la première année de mission d'un freelance que tu places quelque part. Donc, à une époque, j'ai travaillé dans un univers Web3. Moi, j'y connaissais rien techniquement, mais je plaçais des développeurs. Un développeur blockchain temps plein à 600 € par jour toute l'année dans une mission, et toi tu prends 10% de ça, ça fait quand même je sais plus combien, 10 ou 15 000 € de revenus passifs en fait juste pour une mise en relation. Voilà, donc si tu as un gros réseau, c'est oldie but goodie quoi. Tu vois, c'est le truc old school mais en fait qui marchera toujours. Pour ça, parce que mise en relation, là tu parles de recrutement finalement, Alors oui, parce que moi je bosse avec des freelances, donc je pense au recrutement, placement de freelance, mais ça pourrait être tu sais, apporteur d'affaires client. Par exemple, t'as plein de potes dans le CAC 40 et puis tu leur présentes des startups et s'ils signent, tu prends X%. Ou investisseurs, je sais pas, après j'extrapole un peu, je connais moins ces univers. Mais voilà, des gens qui ont un gros carnet d'adresses, ils pourraient le monétiser d'une certaine manière. D'accord, ouais. Donc, en fait, dans cette optique-là, il faut juste, comme tu disais, avoir un état d'esprit déjà, pas être forcément un ours, être plutôt à l'aise dans la relation, la mise en relation, etc. Et savoir en fait quel est le besoin et où se retrouvent les surplus et où se retrouvent les déficits, et essayer de les mettre les uns avec les autres, quoi. Ouais, un exemple tout bête. Moi, j'ai plein de potes conférenciers. Si vous les placez dans votre boîte parce que pour organiser la prochaine conférence managériale, ils vous donneront un pourcentage. 10%, 15%, je sais pas ce que c'est. Mais tu vois, ça se pratique. Donc, si tu es dans le réseau des DRH de France et que tu présentes d'autres DRH à des entreprises qui vendent des trucs à des DRH, je pense que ça se monétise. Voilà. Après, c'est pas ça qui va te faire 1 million d'euros par an. Donc, tu vois, là, c'est plus le truc souvent socialement acceptable, facile à faire en complément de revenus. Après, dans les modèles à contrario qui, je pense, sont difficiles quand t'es salarié. Donc, il y a le modèle un peu au-dessus, tu vois, collectif ou agence.
où en gros vraiment tu vas essayer de faire travailler d'autres personnes et tout. Moi, au début, c'était mon projet de start-up là, de faire ça, donc des commerciaux externalisés en freelance dans les entreprises. Mais ça demande vachement de temps parce qu'il faut manager un collectif, une communauté, ça se manage. Les clients, faut les avoir au téléphone. Voilà, donc c'est pas des activités très asynchrones. Donc ça aussi, je pense qu'il faut veiller à ça. Si tu as un métier à part entière à côté, tu peux pas avoir des activités qui sont trop prenantes en temps, genre faut que t'aies le client demain à 10h, il t'appelle, ça répond pas et tout ça, c'est gênant quand t'es en CDI parce que tu vas pas tu vois travailler sur ton temps de travail ou quoi. Voilà, après il y a tout le mythe du revenu passif, des formations en ligne et tout ça. Pareil, ça marche, mais après un certain temps et une certaine expérience. Moi, au tout début, je m'étais dit, je vais créer une formation en ligne pour les freelances. Ouais, la bonne idée. Comment, je sais plus ce que c'était, comment trouver des clients en freelance, parce que j'étais directrice commerciale et donc freelance. J'ai enregistré un premier chapitre qui était nul avant de me rendre compte que ce marché était blindé, que la cible elle était trop petite parce que les gens qui ont pas de clients, ils ont pas d'argent. Donc c'était vraiment une très mauvaise idée sur toute la ligne. Et donc là, le problème d'une formation en ligne, c'est quand tu connais pas bien ton marché, pas bien ton client, etc. Le seul risque que tu prends, c'est passer 6 mois à tourner des vidéos dont personne ne veut, que personne va acheter. Et ce qui est dur avec une formation en ligne, donc c'est créer un produit précis et surtout la vendre. Et pour vendre, tu vas avoir besoin d'audience, de médias et tout. Donc c'est vraiment le truc que tu feras plutôt dans 2-3 ans quand tu as lancé ton podcast. Là où peut-être un produit scalable qui serait peut-être mieux, à mon avis, c'est un club d'affaires ou une communauté. Parce que pour ça, t'as pas besoin de créer du contenu pendant 6 mois. Tu peux le créer avec peut-être 10 personnes, 5 personnes, faire un apéro dans ta ville, une soirée ou un petit déjeuner. Tu peux commencer petit. Et si ça marche, s'il y a une bonne affinité, peut-être le côté communauté payante où ils payent à l'année un abonnement. Moi, j'y crois plus avec un profil salarié. Ouais, ça c'est top aussi parce que tu as les retours aussi directs de tes clients, quoi. Et donc tu peux pivoter à volonté, quoi, sur en live. Donc et puis tu commences comme tu dis petit, t'as un groupe qui est soudé, après ça devient un peu le noyau pour développer ailleurs. Et je crois aussi beaucoup à ce modèle-là. Qu'est-ce que tu penses de l'e-commerce, parce que on parlait beaucoup de l'e-commerce à un moment donné. Est-ce que c'est mort? Est-ce que tu y a encore des trucs qui fonctionnent là-dedans? Alors e-commerce, alors moi c'est pas trop ma spécialité parce que en fait c'est un métier à part et surtout c'est un métier qui va reposer sur des compétences genre SEO, pub, vente en ligne. Donc c'est un peu un truc de geek du marketing, on va dire. Mais j'en ai rencontré des salariés diversifiés donc qui ont un e-commerce. La bonne nouvelle, c'est que c'est super intéressant à faire parce que tu apprends énormément de compétences. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas très rentable. D'après mes calculs, enfin, ils m'ont dit, tu vois, par exemple, il y en a, ils font genre 10 000 € par an de chiffre d'affaires pour vendre des trucs made in France, je sais plus ce que c'était. Et en fait, c'est sur le papier déjà 10 000 €, c'est pas énorme. Et surtout, c'est pas de la marge parce que derrière, ils doivent payer plein de trucs. L'hébergement, les pubs, les designers, et les produits aussi, s'ils créent des produits physiques. Donc, en gros, c'est le truc un peu sympa, mais je pense que c'est pas du tout le plus rentable tel qu'on l'imagine. Et puis, la mode du dropshipping et tous ces trucs-là, je crois que c'est un peu terminé. Voilà. Donc, écoute, moi, je conseillerais pas forcément, sauf si vous étiez vous-même employé dans un site e-commerce, que vous faisiez par exemple les pubs de génération de trafic vers un site e-commerce sur un sujet, vous relancez un site e-commerce avec les mêmes stratégies, bah là en fait vous dupliquez directement vos compétences. Tu vois, un peu comme moi, moi je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Où est-ce que je peux copier-coller mes compétences? Typiquement, moi un cas où je les copie-colle, c'est quand je vais chercher des sponsors. Bah j'utilise mes compétences de prospection que j'avais de ma vie d'avant dans un domaine rien à voir. Bah, ça m'aide pour avoir des sponsors. Donc moi, ça serait bête que dans mon business model, il y ait pas un peu de B2B, c'est-à-dire d'aller voir des clients et d'essayer de les convaincre de signer ici. Donc j'en ai mis, c'est pas le plus scalable, c'est pas digital et tout, mais en fait quand tu signes un sponsor à 20 000 €, bah ça te fait quand même un gros chiffre d'affaires en fait et t'es content de l'avoir. C'est quoi les étapes, mettons qu'on ait trouvé justement voilà, à l'écoute de tout ce qu'on vient de dire, la personne trouve son idée, va commencer à le mettre en place. C'est quoi les étapes entre peut-être ça et le moment où tu commences à le rémunérer, à être rémunéré, et voire même à pouvoir t'imaginer passer en solopreneur full time, quoi. Ben écoute, je suis en train de me remettre dans le truc. Moi je me disais donc
quand j'écrivais mon livre, je me suis dit, il faut que je mette un peu des étapes comme ça, parce que sinon, ça va être trop à l'arrache. Donc, je me suis dit, déjà, première étape, trouver la motivation. Parce que ça a l'air bête, hein, mais est-ce que vous le faites pour l'argent? Est-ce que vous le faites pour l'apprentissage? Est-ce que vous le faites pour prouver à votre boss que vous êtes pas qu'un branquignol, etc. Il y a plein de motivations, en fait, bizarres derrière. Et moi, je l'ai fait, je pensais que je le faisais pour l'argent, mais c'est pas vrai. Je le fais plus pour la créativité, pour faire un truc qui me plaît, pour faire ce que je veux, en fait. Là où j'étais un peu coincée avant, où on me disait, bon, c'est bien, mais c'est un peu un nice to have, ça, on va plutôt faire ça. OK, bon. Donc voilà, ça va vous aider à garder le cap, parce qu'après, quand tu te lances, c'est des heures en plus de ton travail. Donc déjà que nos vies sont chargées, tu vois, t'as le travail, les enfants et tout. Si t'es pas vraiment hyper motivé, tu vas l'abandonner direct. Voilà. Ensuite, du coup, je dirais trouver la confiance. Donc là, c'est vraiment regarder tes compétences, voir dans quel business model elles pourraient être utilisées, te rendre compte qu'il y en a d'autres qui ont le même métier que toi, qui font aussi du consulting à 300 € de l'heure, et te dire, ah ouais, moi aussi, je peux faire ça. Donc ça, c'est vraiment le OK, let's go. Regarder ton contrat de travail, bien sûr, avoir éventuellement la conversation avec ton manager pour être vraiment à l'aise et te dire, OK, c'est bon, je peux y aller. Avoir aussi la conversation avec tes proches, parce que mine de rien, si ton partenaire de vie soutient pas ton projet et que toi, tu te mets à geeker sur ton e-commerce le soir, ça va râler. Et ça, vraiment, c'est important. Il y aura forcément des petits conflits par moment, mais je trouve ça chouette, tu vois, de se dire, OK, je prends X temps par semaine. Surtout si c'est le week-end ou le soir, faudra se mettre d'accord. Après, je dirais trouver la légitimité. Donc là, c'est la partie sortir du bois. Et moi, je dirais ici, va falloir commencer à parler de ce que vous faites sur les réseaux sociaux, créer un média, une newsletter, un truc. Voilà. Et après, à partir de là, c'est bon. Là, on va pouvoir trouver de l'argent, en fait. Et du coup, là, tu vois, moi, je vais assez vite dans la partie construction de produits, parce que on crée quasiment pas de produits quand on est solo. On se vend soi, quoi, quasiment directement. En tout cas, au début. C'est ce que je conseillerais. Et pour faire ces 1000 premiers euros, tu peux être, je sais pas, conférencier, mais ça veut dire organiser ta première conférence, trouver ton premier sponsor à 1000 € ou faire tes 10 premières heures de conseil à 100 €. Donc là, c'est vraiment la brique. Parce que j'en parle en ligne, je vais être en contact avec des clients potentiels et là, je vais essayer de leur vendre. Et donc finalement, tout ce qui va être site internet et tout, on n'en a pas besoin. On va vraiment passer direct direct sur le marché, et à la limite, le seul truc dont tu as besoin, mais tu le feras à la toute fin, c'est créer une micro-entreprise. Au moment où le client va te dire oui, go, je signe où? Là, tu peux créer une micro-entreprise et créer un compte genre Stripe ou un Calendly payant pour encaisser tes premiers 100 €. Voilà. Et souvent, les gens font les choses à l'envers, tu vois, ils vont suivre 10 webinars sur quel statut juridique suivre, alors qu'on s'en fout. Au début, tu crées une micro et puis après, tu adapteras. Ensuite, ils vont suivre 12 lives sur les meilleures idées de start-up. Non, on a vu que ça sert à rien. Tu vois? Donc, en fait, on renverse la vapeur, on commence d'abord à discuter et après, on crée le produit. Comment, tu sais, il faut toujours, imagine, il faut pivoter parfois, faut se dire, ça marche pas, comme tu l'avais décrit, il y a des trucs qui fonctionnaient pas dans ce que tu as fait. Quand et comment tu détermines que ça fonctionne pas, et quand justement tu passes à une autre idée en plus, tu vois, parce que j'imagine que tu peux tout de suite taper le jackpot, l'idée de masse qui fonctionne super, tu te dis c'est bon. Quand est-ce que tu commences à diversifier, ou il faut plutôt plusieurs flux différents, comment tu vois les choses? Ouais. Alors moi, je crois pas trop qu'on puisse taper le jackpot tout de suite, mais peut-être que, tu vois, il y a des gens très brillants qui l'ont fait. Je n'en faisais pas partie. Je pense que déjà, faut se lancer avec une idée, même si elle est mauvaise, en gros. Déjà, c'est aussi hyper important, parce que si vous attendez d'avoir l'idée parfaite, elle arrivera jamais, en fait. Et sur le papier, elle peut avoir l'air parfaite, et en fait, vous vous rendez compte direct qu'il y a un gros concurrent. Il y a plein de choses qui font que ça peut ne pas aller. Donc, vous y allez. Et dès que vous prenez des petits murs, des petites portes et tout ça, vous vous demandez s'il faut pas un petit peu pivoter. Par exemple, moi, au début, j'ai créé mon podcast, c'était le podcast des dirigeants. Ça voulait absolument rien dire. C'était pas du tout assez niché, mais je m'en suis pas rendu compte. Mais je me suis quand même lancée. J'ai fait 10 épisodes. Après, je me suis dit, bon, je fais 50 écoutes par épisode. À côté, j'ai genre Pauline Léniaud et tout. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir lancé ce podcast? Et là, je me suis dit, je pourrais pivoter. C'est quoi les dirigeants? Ça veut dire quoi? Et donc, j'ai précisé. Donc, j'ai fait des formats plus courts, les mini-séries.
Après, j'ai anglais plus. J'ai choisi les solopreneurs. Donc, tu vois, j'ai fait des petits... En fait, les pivots, c'est souvent pas très spectaculaire. C'est des petits changements de direction comme ça, successifs. Et au bout du bout, 3 ans ou 4 ans plus tard, ça donne un truc spectaculaire. Mais au début, ça se voit pas. Donc, moi, je dirais qu'il faut être très attentif à ça et surtout ne pas penser que son idée de départ est bonne. Partir du principe que, avec l'épreuve de la réalité, tu vas changer des choses. Donc, écouter ses clients. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir aussi dès le début un peu un réseau social. On est un peu obligé pour avoir un retour des gens qui vont vous dire, tiens, ton site, il est pas mal, mais j'ai pas compris ce que tu fais. Ou alors, ton podcast, la qualité, peut-être que tu pourrais acheter un micro, ce genre de truc. Voilà. Et après, sur les offres, je pense que t'en lances une, tu regardes si les gens achètent, s'ils achètent pas, pourquoi. Tu fais des bêta-tests, tu vois, tu leur demandes. Et c'est eux aussi qui vont te dire, en fait. Et en gros, moi, j'ai remarqué que j'ai pivoté souvent. Enfin, je sais pas, vraiment, faut pas hésiter à faire ça, parce qu'en fait, les entrepreneurs, même qu'on connaît aujourd'hui, ils ont peut-être pivoté 6 ou 7 fois de produits avant de trouver leur market fit. Et en fait, c'est que quand j'ai commencé à parler du principe de scalabilité que j'ai senti une accélération. Et tu sais comment je l'ai senti? Je l'ai senti au début par les messages des gens. Centre d'intérêt, like, commentaires, beaucoup plus de messages privés que d'habitude. Et là, je me suis dit, il y a un truc, j'ai dû mettre le doigt sur quelque chose d'intéressant. Et donc, tu vois, ça m'a fait pressentir que si l'idée intéresse déjà, peut-être que ça peut être un produit. Donc, tant que pour le moment, tes idées déclenchent pas les foules, j'ai envie de dire peut-être qu'il faut continuer à pivoter jusqu'à ce que vraiment les gens s'intéressent. Ouais, ce qui est pas forcément super évident parce qu'il y a aussi cette notion de continuer, tu vois, et de parfois pas avoir de résultats pendant une longue période, d'avoir la patience de continuer, d'être là, de show up, tu vois, et avant de trouver le truc, qui est aussi un bon principe et un bon conseil. Mais le problème, c'est qu'il peut être aussi antinomique par rapport à ce que tu expliques. Peut-être faut pas hésiter, faut peut-être moins hésiter à essayer de faire des petits pivots, comme tu dis, pour essayer de voir si il y a peut-être un petit peu plus de traction là, tu vois, que d'ailleurs. Ouais, en fait, je pense qu'il faut garder sa grande idée. Tu vois, par exemple, moi, je parle de soloprenariat, quoi. Je parle pas de sport ou de nutrition, tu vois, on s'en fout, c'est pas le sujet. Par contre, dans ta grande idée, chaque contenu, chaque produit est un peu une pêche à la ligne, quoi. Ou est-ce que ça va mordre ou est-ce que ça va pas mordre? Et c'est en ça qu'il faut aller pêcher dans différents endroits, avec différents, comment ça s'appelle, différents hameçons, différents leurres et tout ça. Parce que si par contre, tous les jours, tu pêches au même endroit avec le même truc et que il y a jamais de poisson, ça c'est de l'obstination en fait, tu vois. Comment tu raisonnes par rapport au pricing? C'est toujours un peu le problème de gens, surtout qui ont un peu le syndrome de l'imposteur en se disant ça prend pas parce que c'est trop cher, alors que c'est pas forcément la raison. Tu vois, comment est-ce que tu arrives à avoir une bonne analyse de là je suis trop cher, là je suis pas assez cher, comment tu fais? Je pense qu'on n'y arrive jamais, parce que moi, comme tout le monde, j'ai mis des prix trop bas au début. Mes copines m'ont dit mais ton truc ça vaut bien plus que ça. Alors après je les ai écoutées, après j'arrivais pas à vendre. Donc je pense qu'il faut déjà en parler à quelqu'un d'autre que soi pour dire voilà, je veux apporter ça, qu'est-ce que t'en penses? Souvent le problème c'est pas le prix, c'est la promesse. C'est-à-dire que les gens comprennent pas à quoi ça va servir. Donc si tu fais une vague promesse, genre, je sais pas moi, deviens plus visible en entrepreneur, ça veut rien dire. Enfin, personne va acheter ça, tu vois. Donc, notamment si tu fais une formation, il faut vraiment que tu dises avant, t'en es là, tu ressors, tu passes de A à B en X temps et tout. Donc ça, c'est vraiment hyper précisé. Et si t'arrives pas à préciser, c'est qu'en fait, t'es parti sur un produit trop gros, trop large et tout. Il vaut mieux faire un petit produit bien précis que un gros produit. Par exemple, j'avais regardé les meilleures formations en ligne dans le monde et celles qui se vendent le plus, c'est par exemple créer son potager de jardin, de balcon en 1 heure. Et tu vois, c'est bien parce qu'en fait, on veut pas une formation avoir la main verte, on s'en fout. On veut manger ses tomates cerises pour le prochain apéro poussées sur le balcon, tu vois. Et c'est un très bon exemple, tu vois. Et donc forcément, là, tu vas mettre un prix peu importe le prix que tu vas mettre, ceux qui veulent faire ça, ils vont se dire oui, ça les vaut, vas-y, go. Voilà. Et après, donc au pire, sinon tu fais des petits prix et après tu montes tes prix à chaque lancement ou à chaque client. Par exemple, tu t'es mis ton heure de conseil à 100 €, ça passe. La prochaine fois, tu mets 120. Ça passe. Tu mets 140. Ça passe. Tu mets 200. Ça passe plus.
Bon, t'attends de voir le client d'après. Si ça repasse plus, peut-être tu repasses en dessous à 150. Ça, c'est ce que font les freelances de mission en mission, tu vois, pour pas que ça soit trop abrupt. Ouais, c'est intéressant ça. Ouais, carrément. Ouais, donc vraiment agile, à être souple à l'écoute et non, En fait, ouais. ce que je trouve, pardon, je conclus Vas-y. là-dessus, mais l'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat, c'est genre, faut un site, un produit, un canal d'acquisition, machin, tous les trucs qu'on a appris à l'école. Alors qu'en vrai, il y a beaucoup de doigts mouillés, quoi. C'est genre, tu vas, tu tentes, tu retires ton offre, tu l'améliores, tu la remets, en fait. Et tout ce va-et-vient, etc., c'est vraiment le quotidien des entrepreneurs de la vraie vie. Donc, faut pas du tout avoir peur d'y aller, de se rendre compte que ça marchait pas, et demain, de rechanger de produit. Et peut-être que certains de ces auditeurs, auditrices, ne savent même pas sur quelle niche de marché se lancer. Ils vont commencer par l'immobilier, puis en fait, si on se rend compte que c'est plutôt les cryptos, mettons, c'est complètement OK. Moi, j'ai aussi vu des gens bifurquer, pivoter de secteur, et ça, c'est une bonne idée, en fait, si tu vas vers un secteur en plus forte croissance. La phase d'après, imaginons que voilà, ça décolle. La phase, tu vois, justement cet aspect de scalabilité. J'ai l'impression que c'est ce que tu as vécu en 2024 parce que tu disais que tu avais atteint 300 000 de chiffre d'affaires. Je pense que c'est un bon multiple par rapport à ce que tu faisais avant. Et cette année, tu te donnes en plus l'objectif de continuer encore à atteindre 500 et c'est super parce que tu fais ça en public évidemment. Quelles sont tes réflexions, peut-être tes apprentissages que tu as eu sur les façons justement après de continuer à scaler sans passer sur en mode commencer à construire un empire, avoir 40 000 salariés et devenir autre chose que le soloprenariat par essence. Bah écoute, déjà, je pense que le côté avoir commencé en salarié, en side business, salarié diversifié, c'est bien, c'est très instructif parce qu'au moins t'apprends à faire plus avec moins de temps. Parce que bah t'as 1 heure par jour, mettons. Moi j'aime bien 1 heure et demie par jour. Déjà si t'as ça, tu peux faire quand même pas mal de choses. Bah au lieu de glander sur Internet pendant 1 heure et demie sur les marchés en croissance aux US, bah tu vas faire ta page Stripe parce que t'as pas le temps. Donc ça, moi j'ai gardé cet esprit efficace un peu de cette vie-là. Et comme pareil, passer de salarié, je pense qu'on n'a pas envie de passer notre vie en réunion, de manager des gens toute la journée et tout. Donc j'ai vraiment aussi gardé ce côté minimaliste de faire le plus possible en le moins de temps possible, avec le moins de personnes possible aussi, pour pas avoir une armée de personnes à manager. Voilà. Après, je pense ce qui m'a aidé moi, c'est au début diversifier, donc faire beaucoup de choses pour voir où il y avait de l'attraction. Donc ne pas hésiter à pivoter. J'ai fait un peu de Web3, un peu de direction commerciale, du freelancing, du podcast. Moi, j'ai tout fait. Consulting à l'heure, formation, masterclass, bootcamp. Enfin, j'ai vraiment testé tous les produits presque. Bon. Et après, quand t'as fait tout ça, tu te rends compte qu'il y en a qui vont pas du tout, ça marche pas, etc. Hop, là, tu te recentres. Et là, il faut couper. Et ça, c'est dur. C'est peut-être le moment où vous allez devoir partir de votre travail. Donc démission, négociation et tout, parce qu'à un moment, si ça prend vraiment, tu vois, je pense que c'est bien de se lancer si c'est dans tes projets, et puis couper les projets qui marchent pas, qui sont sympas mais qui sont pas hyper rentables, pour vraiment se concentrer à fond, un peu la loi de Pareto, quoi. Et là, encore plus quand t'es entrepreneur que salarié, on est tout petit quand même quand on est solopreneur. Donc si tu mets pas presque toutes tes ressources sur un sujet, ça va pas cranter. Donc moi, en gros, j'ai coupé mon collectif Web3, j'ai coupé mon freelancing. Je continue à faire du freelance et j'ai tout mis sur l'incubateur solopreneur parce que j'ai senti que c'était un bon projet. J'ai des gens qui m'avaient dit go avec un tout petit prix au départ. J'ai quasiment mis 80% de mon temps là-dessus. Et du coup, je regrette pas parce que c'est ça qui a le plus de potentiel de scalabilité derrière. Ouais, donc c'est un abonnement à l'année et du coup t'as des membres qui te rejoignent Ouais. régulièrement, c'est ça l'idée. Ouais. Tu vois, pareil pour tester l'idée, j'avais fait pour te dire que les prix peuvent être très bas. J'avais dit OK, les 50 premiers abonnés, ce sera genre 90 €, les 50 d'après 190, les 50 encore d'après 290, donc la première année. Et là aujourd'hui, je suis à 800 par an, tu vois, en quasiment 1 an. Donc voilà, c'est progressif et puis bon tant mieux pour les premiers, tu vois, qui ont gardé leur abonnement pas cher, et en fait merci à eux parce qu'ils m'ont aidé à essuyer les plâtres aussi, tu vois. Donc t'as moins la pression que si tu vends un truc à 2000 €, rien n'est prêt. Bon, voilà. Donc voilà, augmenter ses prix aussi. Et après, du coup, faudra aussi
savoir sortir du syndrome de je fais tout seul, je suis un surhomme, qui est malheureusement le revers de la médaille, je trouve, du salarié diversifié, c'est que tu as un peu ce sentiment de puissance de waouh, j'ai 2 jobs quoi, et les 2 me rapportent de l'argent. À un moment, faut aussi apprendre à un petit peu déléguer des trucs. Donc typiquement, moi j'ai injecté l'année dernière plus d'aide pour mon podcast, montage, distribution sur les réseaux sociaux. J'ai pris quelqu'un en assistance virtuelle. Et voilà, pour commencer à déléguer. Donc, sans avoir vraiment une grosse voilure, j'ai à peu près un équivalent de 20% d'un équivalent temps plein et 3 personnes en freelance qui travaillent avec moi. Mais déjà, ça me permet de gagner du temps et de pas non plus vouloir tout faire moi-même parce qu'après, on redevient limité par ses propres compétences. Il faut à nouveau s'entourer des meilleurs, apprendre et pour pouvoir passer des paliers de chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Donc, tu as agi sur deux leviers, le chiffre d'affaires, le volume, en te recentrant sur vraiment là où il y a le plus d'impact, le produit qui est rémunéré le mieux. Et de l'autre côté, mettre du budget sur de la délégation pour pouvoir aller chercher de libérer du temps, quoi. Ouais, c'est sûr parce que au final, on dit que c'est minimaliste, mais il y a quand même plein de trucs à faire. Tu vois, par exemple là, je te parlais de mon livre. Si et trouver le temps d'écrire un livre, comment tu fais? Si toute la journée tu postes des posts LinkedIn, des podcasts, des machins, des newsletters, répondre aux sponsors bidule, en fait la journée elle est vite passée quand même. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est pas trop long, la description de fiche de poste, recruter, trouver la bonne personne, éventuellement pas. Ouais, ça. Alors, non, pas si t'es solopreneur, parce que oui, si tu recrutes une vraie personne, t'as une énorme pression. Tu recrutes en CDI, tu fais tout ça. Moi, je voulais pas faire tout ça. Et non, si t'es solopreneur, tu demandes à d'autres potes solopreneurs avec qui ils travaillent, t'envoies un texto. La personne te dit vas-y, go. Ensuite, tu testes 1 mois. Ça te coûte, 500 €. Et si ça passe, ça continue. C'est ça la magie aussi, tu vois, vraiment, moi, j'adore ces façons de fonctionner parce que au-delà du respect de ta vie, qui est plus cool, du respect de ta trésor, t'as pas besoin d'hypothéquer ta baraque pour embaucher. C'est vraiment, des relations avec d'autres freelances, d'autres solopreneurs qui sont très horizontales et que moi j'apprécie énormément en fait, et j'ai beaucoup moins de pression que quand j'étais manager et où je me sentais responsable de tu vois, des autres et tout. J'apprécie cette façon de fonctionner. Aujourd'hui, si on fait le bilan par rapport à juste à ta situation d'avant de salarié, en termes de l'argent, des ressources que tu as, et on comprend que en termes de plaisir de travailler, c'est complètement autre chose aussi, mais aussi en termes de temps disponible. Donc 300 000 de CA, c'est pas 300 000 de rémunération, non. On est d'accord. Est-ce que tu arrives à peu près au même niveau du coup des 100, 110 dont tu parlais au début en salariat, et est-ce que en termes de temps, c'est pareil? Comment tu t'organises? Ouais, alors très bonne question. Je pense qu'il faut vraiment l'aborder parce que c'est quand même bête de partir, comme on dit, quitter la proie pour l'ombre si t'as pas les moyens et tout. Donc là, ça y est. Donc cette année, c'est la première année où en fait, je peux vraiment me payer comme avant. Je sais plus combien ça fait comme salaire. Je dois verser, je pense, 10 000 €, quelque chose comme ça, pour avoir 7 000 € brut de salaire. Donc je me rappelle que voilà, ça y est, c'est l'équivalent d'avant. Donc premier check. Après, j'ai pris rendez-vous avec des conseillers en patrimoine parce que je sais que c'est peut-être bête de faire ça quand t'es entrepreneur, de se verser tout en salaire et tout. Va falloir jouer avec l'épargne retraite, les dividendes et tout ça. Tu connais ça mieux que moi, mais donc comment tu places et aussi comment tu récupères en fait la valeur que tu crées de ton chiffre d'affaires pour pas être bêtement juste vouloir égaliser sa fiche de paye d'avant, tu vois. Donc ça, c'est le point. J'ai rendez-vous, je crois, la semaine prochaine. Au niveau du temps, clairement, comme j'ai 2 enfants en plus maintenant, j'ai quand même besoin de plus de temps pour m'occuper d'eux. Ça, et en fait, moi, le confort surtout, c'est vraiment, j'ai quasiment que du temps 100% choisi, 100% décidé par moi. J'ai quasiment plus de contraintes. J'ai vraiment du temps presque essentiellement asynchrone, c'est-à-dire que je vois très bien. Ce matin, je suis allée manger une crêpe à la petite section parce qu'ils invitaient les parents des enfants, donc j'amène mon fils, il est en petite section. Tous les autres parents, ils étaient un peu stress, quoi. Genre, bon, ok, faut que j'y aille, machin, j'ai ma réunion et tout. Et moi, je suis là, en fait, le lundi matin, moi, c'est bloqué. Je travaille, mais j'ai pas d'impératif. Donc, ma vie est quand même beaucoup plus simple avec ça, du temps disponible pour les imprévus. J'essaye de faire du surf aussi à côté. Donc, si je vois qu'il y a des bonnes conditions, des machins, je peux un peu plus y aller.
faire les courses le matin, le sport. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus équilibré, je trouve, par rapport à ma vie d'avant où c'était vraiment beaucoup plus contraint. Après, est-ce que je travaille beaucoup moins? Je pense pas, mais je pense que j'étais un peu carriériste dans les deux cas. Tu vois, j'aime bien travailler. Ce que je fais, ça me passionne. Donc, c'est aussi le revers de la médaille. Je pense qu'il faut pas penser qu'on travaille moins. C'est juste que c'est plus souple dans l'organisation. Et les prochains, pour la prochaine étape, justement, à atteindre les 500K cette année, les mêmes méthodes pour y arriver en termes de scalabilité, les leviers, même levier ou... Ouais, ben en fait, du coup, je vais essayer de m'appliquer mes conseils, c'est-à-dire vraiment chercher un effet de levier. Donc l'effet de levier, comment tu l'as? Soit t'investis de l'argent et t'en récupères plus, soit t'investis du temps et tu récupères plus de résultats. Et donc typiquement, ou soit tu fais du média aussi, c'est-à-dire tu bombardes sur un canal d'acquisition et tu vas récupérer. Et donc là, moi, j'essaye de combiner un peu ces trois. Je vais lancer une nouvelle émission YouTube, donc sur un format un peu plus premium encore, talk show entre solopreneurs. Et ça, tu vois, ça va me coûter à peu près, j'ai fait mon bilan là pour les sponsors et tout, à peu près 100 000 € l'année. Donc, ça a l'air de rien pour une entreprise classique, mais pour moi, je trouve ça énorme en fait par rapport à enregistrer mon podcast en pyjama chez moi. Ça me fait un peu flipper, mais c'est là que je me dis, bah oui, mais c'est bien parce que si j'ai ne serait-ce que 5000 vues par épisode au lieu de 500 ou par épisode audio, ben en fait, je vais avoir un return qui va être énorme. Et donc potentiellement, si derrière mon système est prêt pour accueillir les gens une partie dans l'incubateur, voilà. Donc tu vois, c'est, je dirais, les mêmes méthodes, mais comme je connais maintenant un peu mieux mon marché, j'ai un peu plus confiance, je vais pouvoir peut-être prendre un peu plus de risques, soit en termes de temps passé, soit financier. Et on va voir. Après, je vais je vais croiser les doigts très fort. Après, voilà, je me mets pas non plus une pression énorme. Là, c'est un peu pour amuser la galerie. Je dis, bon, bah voilà, je vais documenter mon aventure jusqu'aux 500 000 scalables. Si je fais 400 000, machin, je m'en fiche un peu. C'est plus par défi intellectuel aussi. Et c'est pour ça, on parlait des motivations. Après, ça change pas ma vie. J'ai pris des précautions financières derrière. Je n'ai pas, moi, de grosses charges ou d'équipes à payer tous les mois qui me mettent en tension et en obligation de faire ce chiffre. Mmh. Ouais, tu l'as isolé, tu l'as compartimenté, t'as ce budget qui est inconséquent, très très conséquent même, mais par rapport à ce que t'as fait jusqu'à présent, mais qui est compartimenté et qui va pas contagier les Ouais, autres. puis Quoi. c'est progressif, quoi. Puis je vais essayer de trouver un sponsor. Enfin, en fait, du coup, voilà, tu te fixes de nouvelles ambitions. Du coup, ça te fixe des nouveaux défis aussi sur comment chercher de l'argent et tout ça. Et ça, c'est la méthode solopreneur aussi, un peu débrouillard, quoi. Ok, comment je fais pour financer 100 000 €? Bah, je vais pas les financer de ma poche. Alors déjà, je vais les payer au fur et à mesure. Puis, est-ce que je pourrais pas trouver un sponsor que ça intéresse de partir sur l'aventure? Ouais, et suivre ton kiff, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est ça. Pour terminer, est-ce que tu pourrais donner peut-être aussi à la lumière des gens que tu as accompagnés les principaux pièges dans lesquels les gens tombent peut-être, des erreurs fréquentes ou forcément ou conséquences qui ont des grosses conséquences. Bah le premier, c'est vraiment l'immobilisme. C'est genre, ah, j'aimerais trop être entrepreneur et puis je fais rien. Ben, faut faire un truc, n'importe quoi. C'est pour ça, j'aime bien une newsletter, écrire un post LinkedIn. Moi, je me rappelle, j'avais commencé à prendre la parole sur LinkedIn. Franchement, j'avais peur aussi. Ben, je l'ai fait pendant mon congé mat. En mode, un post par jour pendant mon congé mat. Ça me raccrochait à un truc un peu pro. Bon, voilà. Et j'avais pas de pression parce que j'étais en congé mat, donc je fais ce que je veux. Tu vois, c'est un tout petit truc, mais voilà, je dirais une première action pour pas être dans l'immobilisme. Et après, ouais, ça c'est pour se lancer. Voilà, et pour pas avoir des regrets, parce que tout le monde a commencé comme ça en fait. Donc maintenant les gens ils sont là, ah ouais, bah c'est bien, mais toi, c'est sûr que c'est plus facile pour X ou Y raison. J'ai envie de dire, bah oui, mais quand j'étais en confinement, je gardais ma fille de 8 mois qui démontait ma bibliothèque toutes les 15 minutes pendant que j'essayais de faire de monter un podcast et que je savais pas faire, c'était un peu chiant quand même. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ingrat au début, mais tu fais. Et après, je trouve qu'on trouve aussi beaucoup de plaisir dans le fait de se lancer, même si c'est pas parfait. Et après, choisissez un bon business model. Commencez pas en vous disant, par exemple, moi freelance, tu vois, je me suis quand même lancée, mais je me suis dit tout de suite, ça va pas aller, ça va pas le faire en fait. Ou ça va, dans 10 ans, c'est pas tenable ce truc. Enfin, en tout cas pour moi, je dis pas que le freelancing n'est pas tenable, ça peut fonctionner pour plein de personnes, mais essayez d'accélérer la fast forward, de voir où ça va vous emmène. Et si vous voyez que votre vie, elle va être pénible,
que ça va vous demander X ou Y ressources, que c'est pas du tout la direction où vous voulez aller, faites machine arrière et ne lancez pas ce truc-là et regardez si vous pouvez pas lancer un business model un tout petit peu différent. Ouais, réutiliser quand même l'énergie d'entreprendre qui est là pour le dévier vers autre chose, quoi. Pas juste abandonner et dire c'est pas pour moi, point barre, quoi. Et puis, ouais, c'est ça. Ouais. Après, bon, moi j'oblige personne à être entrepreneur. Enfin, tu vois, mon mec il est salarié, content de l'être. Il a relu mon livre histoire de corriger les fautes, mais il m'a dit ouais c'est bien, mais tu vois ça n'avait pas donné envie de lancer son truc. Et je suis pas dans le genre où c'est obligatoire d'entreprendre. Ouais. Et comme je te dis, voilà, il y a des gens ils vont être dans une asso, ils vont faire d'autres trucs à côté. Enfin voilà, c'est complètement ok. Il y a des ressources que tu pourrais conseiller aux gens d'aller voir, écouter, lire. Ouais, écoute, un des bouquins que j'avais bien aimé quand je faisais ma veille aussi, tu vois, pour donner des sources additionnelles dans mon livre, c'était The 10% Entrepreneur. Alors attends, je regarde si dans la Bible, The Mac Higgins, un truc comme ça. Et là, lui, il dit en gros, pourquoi être salarié à 100%? On pourrait être 90% salarié, et puis les 10% restants, on fait d'autres trucs avec. Donc voilà, ça m'avait bien plu. Et ça rappelle beaucoup les finances. Et donc, quelque part, ton podcast, c'est la même logique de portfolio. Pourquoi mettre tous tes œufs dans le même panier? Essaye d'en mettre un petit peu à côté, voir ce que ça donne. Peut-être que ça va cracher ou peut-être que ça te plaira. Donc ça, j'aime bien. Et après, les podcasts, les podcasts sur les side business aussi, on n'a pas forcément parlé. Il y en a d'autres formes. Je sais pas, tu sais, les car wash, l'immobilier, le rachat de site internet. Moi, j'ai pas testé encore, donc je suis plus à l'aise de parler de ce que j'ai testé. Mais j'aime bien aussi de temps en temps écouter ça. T'en as quelques-uns dans ta bibliothèque audio qui sont bons particulièrement là-dessus ou... Moi j'aime bien Johan Lopez aussi, son parcours, tu sais, de Snowball, parce que il est pareil, il a commencé salarié et donc il a commencé à documenter sa vie et tout sans trop de avant de se lancer. Et je trouve ça c'est une très bonne idée de audience first, product later. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, Flavie, s'ils veulent continuer la conversation avec toi? Écoute, c'est leboard.fr ou sinon sur LinkedIn, je pense que c'est un peu là mon café du commerce reconstitué. On est solopreneur, mais on a besoin quand même de se retrouver, de s'envoyer des petits messages et tout, de s'encourager. Donc voilà. Ouais, ça marche. Bon, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour ton partage. C'est vraiment super rafraîchissant toujours d'entendre le discours vrai de solopreneurs qui disent ce qu'il a vécu et pas juste ce qu'il voudrait vivre. Écoute, merci pour l'invite. Et franchement, si tes auditeurs qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, je réponds pas tout de suite, mais souvent je réponds. Et si vous avez des questions, ça peut être cool aussi de m'en parler. Je reçois souvent des messages après les podcasts, genre ah ouais, moi j'ai le même parcours que toi, ou alors ouais, mon manager il dit ça aussi. On peut s'en parler en privé. Ouais, c'est ça. Ça marche. Cool, merci beaucoup Flavie, à très bientôt. Merci. À plus, ciao. Si tu as aimé cet épisode, il y a 2 autres épisodes que je te recommande d'écouter. Ma conversation avec Aline Bartoli de The Bee Boost sur l'infoprenariat sur l'épisode 141 et ma conversation avec Caroline Mignot sur le développement de sa marque personnelle sur l'épisode 114. Bonne écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.